7 octobre, l'antisionisme structure et fédère l'essentiel des mouvements de gauche radicale. Cet antisionisme ne vise pas, ou pas uniquement, à manifester un soutien envers les Palestiniens face à la tragédie actuelle à Gaza, mais bien à exprimer la détestation de l'État d'Israël. Aux yeux de ces mouvances, cet État doit disparaître, car il est perçu comme un impérialisme colonial. Il n'est pas question pour eux de lutter contre la politique de Netanyahou en soutenant par exemple les mouvements d'opposition israéliens, pas plus qu'il n'est question de condamner la bascule opérée en 67 lorsque démarre une politique de colonisation. Non, ces éléments internes à la vie politique et à l'histoire israélienne n'intéressent pas la gauche radicale, qui ne veut voir Israël que de manière homogène depuis sa création en 1948 jusqu'à aujourd'hui et l'assimile uniformément à un État colonial, un État criminel, voué donc à la destruction. Par conséquent, dans leur lexique, sioniste est devenu un synonyme de fasciste, impérialiste, colonisateur. Or, les Juifs, si diverses que soit leur sensibilité politique, n'en sont pas moins, dans leur écrasante majorité, sionistes, c'est-à-dire littéralement qu'ils approuvent l'existence d'Israël, identifié comme un État refuge, indépendamment des politiques qui y sont menées. Pour eux, entendre appeler ouvertement à la destruction du seul État juif capable de les protéger d'une nouvelle éradication leur procure inévitablement un sentiment de forte insécurité. Pour comprendre les ressorts de cet antisionisme de gauche, il est nécessaire de s'intéresser à une de ses théoriciennes principales, Houria Boutelja, car cette essayiste et militante politique a placé l'antisionisme au cœur de son système de pensée. La chronique suivante vise donc, dans un premier temps, à faire comprendre son logiciel analytique et le lexique dans lequel il se déploie, puis dans un second temps, à expliquer pourquoi l'antisionisme en constitue la clé de voûte et pourquoi Houria Boutelja se plaît à se définir comme la personne la moins antisémite de France. C'est en 2005 qu'elle fait son apparition sur la scène politique en étant l'initiatrice, avec d'autres, de l'appel des indigènes de la République, qui dénonçait la persistance des structures de domination raciale héritées du passé colonial. Le collectif s'est rapidement structuré en association, puis en parti politique, dont elle a été la porte-parole durant plusieurs années. Elle a signé 2 essais et participé à un ouvrage collectif, tous parus aux éditions La Fabrique, dans lesquels elle expose sa vision politique du monde qui s'inscrit dans le champ de la pensée décoloniale. Son activité militante l'a conduit à donner de nombreuses conférences dans les cercles de gauche radicale, toutes disponibles en ligne. Elle est également une intervenante régulière du média participatif Parole d'honneur, qui agrège les militants de cette mouvance décoloniale et antisioniste. L'analyse suivante se fonde donc sur une lecture minutieuse de ses textes et une écoute attentive de la plupart de ses conférences. Tout d'abord, il convient de distinguer ces 2 ouvrages. Le premier, Les Blancs, les Juifs et nous, paru en 2016, est un pamphlet au ton volontairement provocateur, dans lequel elle élabore ses catégories de pensée. Le second, Beauf et Barbare, est publié en 2023, soit 7 ans plus tard, dans un contexte politique très différent, après les protestations sociales des Gilets jaunes et l'accession de Jean-Luc Mélenchon à la 3e place des élections présidentielles. Le ton de l'ouvrage est beaucoup plus posé et sa vocation est tout autre. L'autrice signe cette fois-ci un texte programmatique à destination des insoumis dans une stratégie claire de conquête du pouvoir. On mesure donc, entre ces 2 publications, l'assise idéologique acquise au sein de la gauche radicale par la théoricienne décoloniale. Il n'est plus question pour elle de créer de l'agitation, mais bien de soigner des alliances pragmatiques. Ma question à moi, en tant qu'organisation politique, c'est comment faire alliance avec une gauche progressiste pour laquelle ces questions sont non négociables. Quels sont donc les éléments fondamentaux sur lesquels repose son système de pensée ? Houria Boutelja élabore une vision globale du monde qui se veut avant tout anti-impérialiste et dont l'ennemi public numéro 1 est le sionisme. Précisons d'emblée, son anti-impérialisme est en réalité un anti-occidentalisme, car il se borne aux frontières américano-européennes. Au-delà, elle soutient en revanche sans ciller les impérialismes russes et chinois. Il s'oppose notamment à tout armement de l'Ukraine. Son système doctrinal s'appréhende à travers un lexique particulier. Premièrement, les Blancs, la blanchité. S'il ne s'agit pas d'une catégorie biologique, ce qu'elle désigne par là, de manière volontairement confuse et provocatrice, ce sont tous ceux qui ne subissent pas de discrimination héritée du colonialisme, les dominants sur l'échelle raciale de l'histoire.
À l'opposé se trouvent les indigènes ou les barbares, c'est-à-dire tous ceux qui, dans la société actuelle, sont la cible du racisme dont les structures et les représentations ont survécu au colonialisme. Ce qu'on appelle plus communément, dans un lexique sociologisant, les racisés, les personnes ciblées par le racisme. Les blancs d'un côté, les indigènes de l'autre, sont les deux composantes de la société, maintenues dans cette hiérarchie à travers ce qu'elle appelle le pacte racial, une alliance organique entre l'État, la bourgeoisie et le prolétariat blanc, soudés définitivement contre ceux qui en sont exclus, les indigènes. C'est un espèce de pacte racial entre l'État et le peuple légitime de la nation, celui des Blancs, des chrétiens, des Européens, qui permet de poursuivre le projet colonial et impérialiste. Ces catégories ne sont donc pas biologiques, on l'a dit, elles reposent sur un retournement classique du stigmate qui consiste à se réapproprier les termes de la domination dans le but de réaffirmer sa dignité. Pour autant, dans l'univers bouteldjien, ces catégories sont malgré tout définitivement essentialisantes. Il ne s'agit pas seulement d'user de ce lexique pour dénoncer un continuum raciste entre l'époque coloniale et la nôtre, mais de simplifier l'histoire à l'extrême, en la dépouillant de tous ses antagonismes, de toutes ses tensions et luttes politiques. Si bien que la blanchité désigne à la fois la colonisation et la déclaration des droits de l'homme, l'esclavage et la République abolitionniste, le crime et ses oppositions dans un tout indistinct, uniformément stigmatisé. En définitive, pour Horia Bouteldja, blanc signifie criminalité. De la même manière, les indigènes ou les barbares sont excessivement romantisés pour incarner la bonté et la beauté. Ce faisant, elle réactive le mythe paradoxalement raciste et paternaliste du bon sauvage pour faire des populations indigènes d'hier comme d'aujourd'hui un archétype pur de l'humanité, lequel se trouve souillé par la modernité occidentale. Elle enjoint donc à un retour continuel aux traditions, aux codes et aux valeurs des sociétés indigènes. Ce mouvement de rétrogression est permanent. Il renvoie d'une part à la projection idéalisée d'une société antérieure à 1492, date correspondant au début de la modernité occidentale pour les décoloniaux, avec la conquête des Amériques, mais également aux communautés actuelles qui sont sommées de résister à toute forme d'intégration et de fonctionner de manière pleine. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la question de la corruption des indigènes à l'intérieur du monde blanc. Elle a un synonyme qui est intégration. C'est le beau mot pour dire corruption. C'est-à-dire s'intégrer à l'intérieur des États, toujours impérialistes, toujours colonialistes, qui volent, qui pillent. Ça, j'appelle ça l'intégration. À ce stade, soulignons un paradoxe. Cette vision du monde qui valorise des traditions et valeurs ancestrales et refuse radicalement la modernité, en l'assimilant à une forme de décadence, s'inscrit objectivement dans le champ des pensées conservatrices, voire réactionnaires. Pourtant, malgré son empreinte incontestablement traditionnaliste, qui recoupe largement les thématiques d'un Barès et d'un Maurras, Horia Bouteldja est une figure établie de la gauche radicale. Il semblerait donc que ces courants de gauche puissent s'accommoder d'un logiciel au moins conservateur du moment qu'il prend sa source dans un anti-impérialisme occidental. Indigènes de France, sommes-nous progressistes? Sommes-nous anticapitalistes, féministes, écologistes, pour les droits des homosexuels ou encore favorables à l'accueil des migrants? Spontanément, j'aurais tendance à répondre que non. Puisque dans le lexique bouteldjien, blanc signifie criminalité et indigène bonté, il est impératif pour la militante décoloniale que les communautés indigènes soient rigoureusement hermétiques à toute pensée ou valeur issue de la modernité occidentale. Tout, absolument tout, est à rejeter. L'État-nation, par essence impérialiste, ne peut rien produire qui ne soit entaché de criminalité raciste, soit sous sa forme la plus ostensible, le colonialisme, soit à travers une déclinaison plus insidieuse, une injonction à adhérer aux valeurs humanistes de manière paternaliste. Par conséquent, toute notion de progrès humain et sociétal est réprouvée. L'adhésion à une valeur issue des Lumières est assimilée pour Horia Bouteldja à une corruption. Si nous ne sommes plus progressistes, c'est que le progressisme nous a trahis. Plus exactement, il n'a pas été taillé pour nous. En somme, les indigènes ou les barbares doivent, selon la militante décoloniale, opérer un retour perpétuel à leur tradition et refuser obstinément toute forme de progrès, c'est-à-dire de corruption blanche, sans quoi ils seraient irrévocablement contaminés par la criminalité. Dans son deuxième essai, plus pragmatique, la théoricienne transige légèrement avec ses injonctions, au prix de quelques contradictions, car dans la perspective d'une conquête réaliste du pouvoir par les insoumis, elle préconise une alliance contre nature
entre les beaufs et les barbares, entre le prolétariat blanc et les communautés racisées. Face à l'horizon possible d'un gouvernement de gauche radicale, il faut apprendre, dit-elle, à se salir les mains. Si, comme je le disais, il faut apprendre à se salir les mains, c'est ici que ça commence. Le premier pas dans cette direction, si on veut cheminer vers les petits blancs, serait de se réapproprier la France et plus exactement l'idée de patrie. Si Houria Boutelja peut provisoirement tempérer son propos, il n'en reste pas moins qu'elle rejette par exemple fondamentalement le militantisme queer, car leur égalité en droit constitue une valeur progressiste occidentale. Pour elle, il s'agit d'une sommation à adhérer à un modèle sociétal opposé au modèle traditionnel indigène. Elle y voit ainsi une injonction civilisationnelle, c'est-à-dire qui prétend imposer la bonne civilisation face aux barbares. À ses yeux, peu importe donc la réalité des discriminations qui visent les queers, cette valeur est blanche, donc à combattre. Les nouveaux rapports sont de type profondément hétérosexiste, mais c'est une résistance. Ce modèle-là, il est pas violemment homophobe, pas violemment. Il est beaucoup moins homophobe que le sont Civitas et les autres. Elle ajoute à ce sujet que si les Blancs exigent aujourd'hui des indigènes d'adhérer à cette valeur égalitaire, ce sont eux qui ont importé l'homophobie dans leur société ancestrale par la colonisation. Elle affirme en effet que l'homophobie n'existait pas avant la présence coloniale et est apparue justement par contamination blanche. Dans son logiciel, soit les Blancs introduisent le crime, ici l'homophobie, soit ils injectent par la force une valeur progressiste, l'égalité des queers. Dans tous les cas, ce qui leur est associé est à rejeter. La question concrète de l'égalité des droits des minorités sexuelles est subsumée par la condamnation nécessaire et primordiale de la blanchité. Une dimension de cette corruption, c'est comment le colonialisme nous a rendus globalement homophobes. Historiquement, les colons sont arrivés chez nous, ont trouvé des mœurs barbares, sexuelles notamment, qui n'étaient pas les leurs, et ils les ont transformées. De la même manière, le féminisme est à proscrire. Houria Boutelja y voit une autre valeur blanche, une nouvelle injonction civilisationnelle adressée aux minorités racisées qui viendraient troubler l'ordre traditionnel des communautés. Si elle concède que les femmes racisées peuvent subir de la maltraitance des hommes au sein de leurs groupes sociaux, elle refuse cependant de penser leurs conditions comme universelles et leur émancipation comme impérative. Pour elle, ce qui compte avant tout est le bien-être des hommes racisés. Déjà trop dévalués socialement, les femmes qui en seraient victimes auraient donc pour objectif impérieux de les protéger d'une autre source d'opprobre social. C'est pour ça que moi je me suis toujours opposée aux féministes. Leur corps leur appartient, donc elles portent le voile. Mais c'est tout sauf ça. C'est au contraire ce voile-là que je défends. C'est un voile qui affirme le genre féminin dans le but de mieux affirmer le genre masculin, c'est-à-dire de réaffirmer les hommes dans leur virilité et dans leur position. Par conséquent, Houria Boutelja rejette radicalement la notion sociologique, chère à une partie de la gauche radicale, d'intersectionnalité, qui permet de penser la simultanéité de diverses oppressions sociales. Cet outil permet en effet d'appréhender la condition d'une femme prise au carrefour des multiples oppressions qu'elle subit. Si le féminisme dit universaliste se montre aveugle aux autres sources de discrimination, la théoricienne décoloniale refuse, elle, de penser leur multiplicité et place le rejet de la blanchité comme valeur principale et prioritaire. Pour résumer, Houria Boutelja rejette indistinctement les lumières et les anti-lumières. Elle ramasse 7 siècles d'histoire, ses guerres, ses luttes, ses révolutions, derrière un terme unique, la blanchité, qui signifie unilatéralement la criminalité. Parce que la République a peiné et peine encore à se montrer fidèle à ses valeurs. Parce que les avancées de l'histoire sont toujours à la traîne des idéaux, la théoricienne décoloniale récuse d'un seul bloc toute la modernité occidentale, comprise à travers le prisme unique de son impérialisme, et rejette donc ses combats progressistes et humanistes. Dans le même geste, elle revendique un repli des communautés sur elles-mêmes et un retour à leurs valeurs traditionnelles. Dans cette vision du monde décoloniale, antimoderne, conservatrice, présentée précédemment, où se loge l'antisionisme et pourquoi occupe-t-il cette place cardinale? Pourquoi, d'autre part, Houria Boutelja se décerne-t-elle le titre provocateur de personne la moins antisémite de France? J'ai l'humilité d'écrire « Je suis la moins antisémite de France ». Dans l'univers bouteljien, les Juifs ne sont pas des Blancs. Ils ne sont ni les responsables, ni les héritiers des impérialismes coloniaux. Ils ne sont pas des indigènes non plus, car ils n'ont pas été colonisés. Les Juifs constituent une minorité présente de manière dispersée
sur la surface du globe, régulièrement persécutés au cours de l'histoire au sein du monde occidental, jusqu'à être victimes d'un génocide, la Shoah. Pour la théoricienne décoloniale, ce statut minoritaire et leur héritage de persécution en font des alliés distincts, mais naturels du monde indigène. Tout se complique avec la naissance du sionisme, le mouvement d'émancipation du peuple juif qui voit le jour dans le contexte général des aspirations nationales du XIXe siècle et se fixe sur le territoire de la Palestine mandataire en raison de son lien à l'histoire juive et de la présence continue des Juifs sur cet espace au fil des siècles. Pour Horia Boutelja, que les Juifs puissent désirer un État-nation, c'est-à-dire un instrument politique par essence impériale et criminelle, constitue une traîtrise historique vis-à-vis des indigènes. Une façon de quitter l'affinité statutaire qui les liait pour accéder au rang supérieur, celui de l'autonomie politique, donc de la domination. Dans le lexique bouteldjien, un sioniste est un juif blanchi, autrement dit un juif contaminé par la criminalité. Peu importe que la vulnérabilité juive ait pu constituer le terreau de la Shoah, peu importe qu'Israël soit bâti comme un État refuge, capable de les prémunir d'une nouvelle éradication. Pour la théoricienne décoloniale, le sionisme est une traîtrise. Les juifs doivent demeurer éternellement une minorité tolérée au sein des nations. Par conséquent, aux yeux d'Horia Boutelja, l'État d'Israël porte en lui une double criminalité. Il constitue dès sa conception un régime impérial qui colonise la terre des indigènes palestiniens et brise ce faisant ce qu'elle considère être l'authenticité juive, la condition diasporique minoritaire. En bref, les peuples colonisés doivent lutter pour acquérir leur autonomie politique, mais seuls les Juifs doivent demeurer indéfiniment à la périphérie de l'histoire, conserver à jamais leur vulnérabilité, quitte à se trouver réexposés à la furie antisémite. Les sionistes disent les Arabes ont plein de pays et nous on n'en a pas. Ils avaient la chance d'être diasporiques. Ils avaient de la chance de ne pas avoir d'État-nation. Ils avaient la chance d'échapper à cette structure qu'on a imposée à toute la planète. En fait, c'est un exemple qu'il fallait suivre. Ils étaient notre exemple, les Juifs diasporiques. Comment ils peuvent mépriser ce passé diasporique? J'arrive pas à comprendre, tu vois. Comment vous pouvez aimer le cadeau du diable? Pour Horia Boutelja, cette condition perpétuellement minoritaire constitue la véritable et authentique identité juive. Alors que la théoricienne décoloniale n'est pas concernée par la judéité, elle s'arroge le droit de déterminer le juste destin politique que les juifs devraient embrasser, de désigner une authenticité juive, unique, univoque et figée, à laquelle tous devraient se soumettre, et enfin de fustiger le sionisme comme une traîtrise à l'égard des autres minorités. Pour rompre cette trahison impardonnable, l'État d'Israël doit cesser d'exister. Le sionisme est donc perçu comme une déloyauté juive, un abandon par les Juifs des autres minorités pour s'élever au rang des nations. Outre le sionisme, cette déloyauté intervient à un deuxième niveau, au sein même de la société française, et porte un nom spécifique, le philosémitisme d'État. Pour Horia Boutelja, les Juifs de France bénéficieraient d'un traitement de faveur de la part de l'État en comparaison aux autres minorités. Le gouvernement se comporterait en quelque sorte tel un enseignant autoritaire devant sa classe, privilégiant uniquement son élève préféré au détriment des autres. Cette injustice aurait pour conséquence directe d'attiser la haine des élèves envers le favori et envers l'enseignant. Pour mieux exercer sa domination sur les minorités, le gouvernement orchestrerait cette concurrence et engendrerait avec ce favoritisme une haine visant les Juifs. Quant à ces derniers, leur complaisance vis-à-vis de ce régime d'exception en fait là encore des traîtres à la cause des minorités. L'État français organise la compétition entre les communautés. Il favorise des communautés par rapport à d'autres. Il discrimine des communautés par rapport à d'autres. Donc ça, c'est une organisation de l'État. C'est ni le fait des Juifs, ni le fait des musulmans, c'est le fait de l'État. L'État français, s'il ne pratique pas un antisémitisme d'État, il pratique un philosémitisme d'État. Et je serais juive personnellement, je craindrais le philosémitisme autant que l'antisémitisme. Cette accusation de philosémitisme d'État renvoie inévitablement à la longue histoire du fantasme antisémite d'une domination juive sur l'État. Son insertion dans une vision globale des rapports entre les minorités et le pouvoir étatique sur un mode concurrentiel en constitue une nouvelle déclinaison. Prenons le cas de l'hostilité grandissante à l'encontre des Juifs. N'est-ce pas à cause de cet antisémitisme structurel de l'État qui, pour préserver son caractère racial, organise la hiérarchie des communautés tout en distribuant les bons points entre les mauvais et les bons sujets raciaux? À propos de la haine anti-juive au sein des minorités, Horia Boutelja apporte une précision importante. Si pour elle, l'antisémitisme provient avant tout
d'une concurrence instrumentée par l'État, cette hostilité est également issue d'une autre source, l'intégration républicaine. Oui, pour la théoricienne décoloniale, la haine anti-juive n'existe pas, a priori, au sein des communautés racisées, tout comme l'homophobie n'existait pas. Une dimension de cette corruption, c'est comment le colonialisme nous a rendus globalement homophobes. C'est ce que j'appelle notre ensauvagement, mais je peux prendre d'autres exemples d'ensauvagement. Si cette haine surgit, c'est en raison de leur intégration sociale à la République, de leur adhésion à la communauté blanche, qui, elle, est empreinte d'antisémitisme. Houria Boutelja parle alors de blanchiment ou d'ensauvagement. À ses yeux, par exemple, le crime antisémite de Mohamed Merah relève de ce phénomène. Le terroriste se serait ensauvagé par intégrationnisme. Elle n'hésite pas à clamer peu après la tuerie « Mohamed Merah, c'est moi », dans le but, dit-elle, de mettre en garde les minorités du risque de sombrer dans le terrorisme antisémite à travers une assimilation trop radicale. Pour la théoricienne, c'est l'adhésion aux valeurs républicaines qui fait germer de l'antisémitisme au sein des populations racisées. Ce niveau extrême de confusion repose là encore sur le schème explicatif de départ. Ce qui est criminel est blanc ou blanchi, ce qui est bon est indigène. De la même manière, dans un passage très commenté de son premier essai, Houria Boutelja exprimait son effroi face à un petit garçon portant une kippa. À nouveau, elle explique son trouble par l'inquiétude de son potentiel ensauvagement. Détester cet enfant serait le signe d'une trop profonde intégration, d'un blanchiment dévastateur auquel elle résisterait héroïquement. C'est pourquoi la théoricienne décoloniale entend se déclarer, dans son dernier opus, la personne la moins antisémite de France. Et elle y consacre toute une démonstration. Tant que les Juifs demeurent une minorité dispersée, accueillie et tolérée par les nations, tant qu'ils se montrent fidèles à leur vulnérabilité historique, tant qu'ils conservent cette authenticité traditionnelle, tant qu'ils se maintiennent à la place qu'elle leur a assignée, Houria Boutelja tolère leur présence. Elle la tolère tout en reconnaissant un effort à fournir pour lutter contre le sentiment de rejet qui l'assaille devant un enfant à kippa. En revanche, si les Juifs se détachent de l'espace qu'elle leur a affecté, s'ils affirment leur liberté de sujet politique autonome, s'ils sortent du ghetto qu'elle leur a concédé, s'ils deviennent donc sionistes, les Juifs ne sont plus tolérés. Ils trahissent le destin des autres minorités. En somme, en épousant le sionisme, les Juifs réincarnent la figure de Judas. Ils ont perdu des trésors en enfermant, en s'homogénéisant dans un État-nation qui en plus allait fixer les normes de la judéité. C'est insupportable. C'est insupportable. Ces deux niveaux de traîtrise découlent d'un troisième, plus général. Pour Houria Boutelja, la société moderne occidentale s'est refondée, après 1945, sur un rejet officiel du racisme. Seulement officiel, car elle dénonce justement la persistance de ces structures. Or, ce rejet du racisme s'exprime à travers le slogan « Plus jamais ça », qui fait référence précisément au génocide des Juifs perpétré en Europe. La disqualification définitive du racisme par les régimes occidentaux s'opère donc à partir de la Shoah, c'est-à-dire à partir du crime antisémite. Les crimes coloniaux, qui jonchent pourtant des siècles d'histoire, ne sont pas ceux qui ont conduit au bannissement du racisme et à la refondation d'une nouvelle ère antiraciste. Que les Juifs apparaissent donc comme les victimes absolues du crime racial est inadmissible aux yeux de la théoricienne décoloniale. C'est pour elle une forme d'usurpation. Houria Boutelja refuse d'analyser l'histoire, ses mécanismes, ses avancées et ses régressions. Elle refuse de comprendre que la haine des Juifs dans l'entre-deux-guerres a emprunté le langage racial dominant à cette époque pour conduire au génocide. Les Juifs deviennent ainsi presque coupables d'avoir été la cible momentanée mais paroxystique de cet antisémitisme racial. Usurpateurs, ils occupent une place qui ne devrait pas être la leur sur l'échelle raciale de l'histoire. Pour Houria Boutelja, la perpétuation de la domination coloniale à travers le pacte racial qui unit l'État et le peuple blanc contre les communautés racisées est cimentée par le rejet de la Shoah. En d'autres termes, la disqualification de l'antisémitisme est ce qui permet au pacte racial de se maintenir. À ses yeux, donc, l'exclusion des indigènes s'opère grâce à la bonne conscience occidentale du plus jamais ça. Donc dans les pays où on nous dit, où on nous met ça dans la tête depuis qu'on est petit, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça, c'est faux, ça a été un mensonge. Ils ont oublié de nous expliquer à qui ça s'adressait, plus jamais ça. Plus jamais ça contre qui, en fait, il faut le préciser. Les Juifs, bénéficiant par ricochet de ce statut spécifique, sont par conséquent, là encore, des traîtres
à la condition des minorités. Le système de pensée bouteldjien, dans lequel les Juifs incarnent triplement la figure de Judas, se trouve au cœur de l'antisionisme de gauche radicale. En moins d'une décennie, la théoricienne décoloniale a acquis une place centrale au sein de ces mouvements et son influence idéologique sur le Parti des Insoumis est incontestable. Elle s'en réjouit d'ailleurs, tout en s'étonnant de cette ascension fulgurante, en qualifiant Jean-Luc Mélenchon de butin de guerre. Il y a, dans ce magma, il y a un butin de guerre qui s'appelle Mélenchon. Ouais. Oui, en plus. Il y a un butin de guerre. C'était quand même un espèce de laïcard de dingue. Je veux dire, il dit quand même des choses qu'il n'aurait pas dit il y a 15 ans. Et moi, je pense que c'est un travail politique. Depuis que l'AFI constitue une des forces politiques majeures en France, Houriya Bouteldja poursuit son alliance en militant notamment pour un Frexit décolonial, une sortie de l'Europe impériale. Cette union stratégique s'opère au prix de contradictions fondamentales, comme le réinvestissement du concept pourtant honni d'État-nation, qui s'accompagne d'un réenchantement nationaliste opportuniste. Et ces contradictions ne manquent pas de créer du remous au sein du monde militant de gauche radicale. Si la perspective de la conquête du pouvoir peut déformer, on le voit, certains éléments idéologiques, la haine du sionisme demeure, chez Houriya Bouteldja, un impératif irrévocable. C'est bien la raison pour laquelle les militants décoloniaux ont identifié, depuis le 7 octobre, leur cible principale comme étant les sionistes de gauche. Une appellation qu'ils manipulent avec ironie, puisqu'ils la considèrent oxymorique. Qu'on se fait déborder aussi par notre gauche. C'est qu'il y a des nouveaux acteurs de cette galaxie sioniste de gauche qui attaquent, depuis le camp de l'émancipation, la gauche pro-palestinienne. À leurs yeux, on l'a compris, sioniste signifie impérialiste, puisque les Juifs n'auraient aucun droit sur cette terre et ne seraient que des colons de la mer au Jourdain. Il est donc impossible, dans ce cas, de revendiquer une appartenance à gauche. Et c'est pour ça que je dis que le sionisme de gauche, c'est avant tout une schizophrénie. La mouvance décoloniale emploie, par conséquent, toute son énergie à disqualifier leur combat. Récemment, Houriya Bouteldja a encore consacré un article attaquant directement le militant Jonas Pardo, qui forme les organisations de gauche à la lutte contre l'antisémitisme. Pourquoi les sionistes de gauche gênent-ils autant les décoloniaux? Car leur combat consiste à montrer qu'il est tout à fait possible de lutter contre l'impérialisme et ses crimes expansionnistes, tout en reconnaissant aux Juifs le droit à l'autodétermination politique à travers l'existence d'Israël. Et ce faisant, de lutter pour le droit à l'autodétermination de tous les peuples. En se situant sur cette ligne ténue qui affirme fermement la légitimité d'Israël et condamne avec la même force les dérives de son gouvernement actuel, les dits sionistes de gauche enrayent la binarité du système de pensée décolonial. Ils entrent dans l'arène sémantique, refusent de les laisser faire du terme sioniste une insulte et luttent pour qu'il fasse écho aux milliers d'Israéliens qui marchent inlassablement dans la rue depuis 2 ans contre leurs dirigeants, mais pour la démocratie de leur pays et les droits humains. Dans l'univers bouteldjien, les individus appartiennent fondamentalement à leur groupe sur l'échelle raciale de l'histoire. Et l'avenir doit toujours se soumettre au passé. Le monde juif constitué d'une diaspora vaste et éclectique d'un côté et d'Israël en but à de fortes luttes internes de l'autre résiste à son manichéisme simplificateur et essentialisant. La coexistence de ces 2 pôles échappe radicalement à celle qui se pense la moins antisémite de France, tout en s'épouvantant devant un enfant juif et en espérant la fin d'Israël.